Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le Tchad, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la culture du coton. Au programme également de cette émission, le rapatriement de la dépouille de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi en question. Sa famille et son parti ont fait savoir ce lundi qu'ils posaient des conditions. Et au Mali, les consultations régionales ont débuté en préparation à la conférence d'entente nationale qui aura lieu au mois de mars prochain. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Dr Ousmane Ouzibé, vous êtes universitaire, docteur en droit et sciences politiques. Bienvenue. Merci. Et avec nous également Monsieur Abakar Assilek Alata, vous êtes coordinateur du PDD France, patriote de la diaspora tchadienne. Bienvenue. Merci. Tout de suite, l'actualité du jour. La dépouille de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi ne sera pas rapatriée avant la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Telle est la décision rendue publique par la famille du défunt et son parti, l'UDPS. La démarche menée par le gouvernement n'a pas produit l'effet escompté. Reportage de notre correspondant Jacques Boka. Aucune date avancée pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. La famille biologique du président de l'UDPS et son parti ont réaffirmé leur engagement de ne permettre le rapatriement de la dépouille vers Kinshasa qu'après la mise en application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 13 février 2017 à Bruxelles, Monseigneur Gérald Moulumba, jeune frère du défunt, a souligné que ce n'est que dans ce sens que le pays va honorer la mémoire de ces grands combattants de la démocratie et des libertés. Fidèle à son principe sacré, le peuple d'abord, et communiant cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que tout Congolais de toutes les tendances confondues compte le rendre dans un climat serein. Les obsèques au pays d'Étienne Tshisekedi devraient être consécutives à la mise en place de l'accord du 31 décembre 2016. À Kinshasa, plusieurs membres du rassemblement ont défilé ce lundi au siège de l'UDPS où un livre de condoléances a été ouvert. Se joignant à la famille du défunt, tous réitèrent la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre comme condition pour les obsèques dignes. Nous continuons à penser que cette occasion devait être l'opportunité de sceller davantage la réconciliation autour des valeurs qui nous ont rassemblés le 31 décembre dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour restaurer la démocratie dans notre pays. Et nous continuons à penser qu'il faut qu'il y ait des gestes de bonne foi pour pouvoir accompagner l'enterrement, les funérailles. Dans l'optique de trouver un compromis sur les obsèques de celui qui a été le premier docteur congolais en droit et pionnier de la lutte pour un état de droit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Léonard Chéou Kitundu, a effectué un déplacement pour Bruxelles afin de s'entretenir avec la famille du défunt Étienne Tshisekedi. Leurs discussions n'ont donné aucun résultat. La dépouille d'Étienne Tshisekedi sera-t-elle rapatriée à Kinshasa? Le doute demeure. Monsieur Ouzibé, que pensez-vous d'une condition comme ça posée par la famille et par un parti politique, de conclure un accord, en tout cas de mettre en application un accord politique avant le rapatriement du corps du défunt? D'abord, en suivant votre reportage, j'essaie de voir par rapport à la réaction de Dédis Sanga, membre du rassemblement. Ce qu'il dit est tout à fait vrai. Dans la mesure où on devait trouver un accord entre la majorité du PPRD et l'opposition avant le décès et même de Tshisekedi, mais ce qui n'a pas été le cas et son décès a été une surprise pour l'Afrique d'abord, tout entière, et pour le Congo démocratique en particulier. Donc aujourd'hui, si sa famille pose des conditions pour son rapatriement, moi je trouve tout à fait normal. Il faut rappeler dans l'histoire du Congo, c'est un homme qui s'est battu pour l'instauration de la démocratie. Il s'est battu d'abord pacifiquement. Ses engagements étaient tout à fait loyaux vis-à-vis de sa république qui était à l'époque Congo-belge, après le Zaïre de Mobutu, ensuite l'actuelle République démocratique du Congo. Donc
c'est un homme qui a mené un parcours digne des démocrates et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on pose des conditions. On aurait souhaité, avant son décès, quand il partait en Belgique pour ses soins, trouver un accord déjà avec les accords du 31 décembre où a mené le clergé. Beaucoup de Congolais, bon, on ne peut pas estimer, mais une grande partie, la majorité, avait espoir et foi qu'on confie quand même le suivi de cet accord à M. Tshisekedi. Donc par surprise, aujourd'hui, il est décédé. Donc tout à fait, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les gens posent des conditions pour son retour. Et s'il le faut, il faut utiliser aussi son décès pour pouvoir réconcilier les Congolais. Et son décès sonne Alors, comme... on va revenir à vous. On va juste demander l'avis à M. Assile Kalata. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il fallait poser des conditions comme ça? Moi, par contre, avant de commencer, je salue d'abord la mémoire de cette illustre personnalité. Nous lui rendons hommage. De son vivant, de sa jeunesse, il s'est battu pour le Congo, il s'est battu pour l'Afrique. Et il a montré des bons exemples qui est de pacifier le Congo. Et pour ça, moi, je pense qu'il faudrait d'abord lui offrir une sépulture décente. On doit respecter les morts. Donc, condition, oui, à son vivant. Mais une fois qu'il est mort, moi, je pense qu'il faut vraiment l'enterrer. Et c'est les vivants qui devront faire la suite de la politique. Donc vous pensez que les négociations qui doivent se poursuivre sur l'application de cet accord entre le pouvoir et l'opposition doivent se faire après les obsèques de M. Tshisekedi? Tout à fait, parce que bon, d'abord il faut aussi souligner le fait que Katumbi voudrait aussi rentrer avec le corps. Et ça va mettre de poudre dans le feu. Donc moi je pense qu'il faudrait que tout le monde revienne au bon sentiment, donner à ce vieux qui a tant donné une sépulture décente avant de parler politique. Alors justement, sur ce retour de Moïse Katumbi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il a intérêt à rentrer? Mais bien sûr, Moïse Katumbi, rappelons qu'il appartenait déjà à la majorité du PPRD à l'époque, avant de créer une dissidence et puis ne pas s'entendre avec ses confrères du PPRD. Et si aujourd'hui il profite, bon, disons-le ainsi, de la dépouille de Tshisekedi pour rentrer chez lui, moi je pense que cela augure aussi ou signale à la majorité présidentielle au Congo que Katumbi veut se réconcilier et que la démocratie au Congo ne doit pas se mener par des invectives, comme on le voit tout le temps. Le ministre Lambert Mende Omalanga monte sur le plateau et donne des droits de réponse. Donc je crois que quelque part aussi il faut atténuer, profiter aussi du décès du sphinx délimité, comme on l'appelait de sa région, M. Tshisekedi, qu'on profite aussi de son décès pour essayer de calmer la situation et trouver un terrain d'attente afin de relancer le processus électoral qui est toujours resté en cours. Merci. Dans l'actualité également, au Mali, la conférence d'entente nationale qui se tiendra en mars prochain doit permettre d'ouvrir un débat approfondi sur les causes profondes du conflit au nord du pays. En préparation de cet événement, des consultations régionales ont débuté. Elles ont pour objectif de recueillir les attentes des populations. Birama Sonera. Au Mali, la conférence d'entente nationale se tiendra en mars 2017 à Bamako, la capitale. Au niveau régional, les travaux préparatoires de cette rencontre ont démarré. Les missions de consultation se poursuivent dans le pays. Objectif, recueillir les différentes propositions et attentes des populations sur la sortie des crises au Mali. Chaque région a ses spécificités. Et au-dessus de la spécificité, c'est la convergence de ces différentes spécificités qui va nous permettre de sortir un document national qui sera quand même un document au service de toute la nation. Ces consultations vont permettre aux participants d'analyser les causes profondes de la crise malienne. Elles permettront également aux populations de dégager des pistes de solutions pour impulser et renforcer la culture du vivre ensemble, de la paix et de la réconciliation nationale. Cette conférence d'entente nationale a été prévue à l'accord. Ces objectifs sont nobles et très importants pour le maintien de l'unité dans la République du Mali, le respect de l'intégrité territoriale, la refondation de l'unité nationale. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous avons échangé avec monsieur le médiateur sur comment organiser cette conférence d'entente nationale, parce que l'accord a prévu qu'elle doit être organisée
un accord entre toutes les parties prenantes. Il y a un ensemble de points qui seront débattus et après ce débat national, nous allons sortir avec une charte nationale qui va déterminer le fondement de la nouvelle nation malienne que nous sommes engagés dans l'accord de pouvoir reconstruire d'une manière participative. Le Mali connaît une crise politico-militaire depuis 2012. À noter que la conférence d'entente nationale est prévue par l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger en son article 5. À Bamako, les préparatifs vont bon train pour le bon déroulement de cette grande rencontre. Il s'agira en effet d'un cadre de dialogue inclusif qui aura pour objectif de bâtir une paix durable et une véritable réconciliation entre les populations maliennes. Et nous a rejoint sur le plateau notre éditorialiste Jean-Marie Bitoum. Bienvenue Jean-Marie. Merci et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors Jean-Marie, c'est un véritable dialogue intermalien qui s'annonce. Quel est l'intérêt de cet événement? L'intérêt est urgent, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a beau dire, bon, aujourd'hui vous avez le Mali, les conditions sécuritaires sont revenues à peu près à un niveau normal. Mais on sait très bien que ce n'est qu'un équilibre qui est précaire en tant que tel. Tant que vous n'avez pas un accord consensuel qui implique toutes les parties maliennes au conflit, c'est-à-dire les parties qui font face au conflit, vous n'aurez pas une sécurité en tant que telle. Donc là, il est très très important que toutes les parties s'assoient, c'est-à-dire tout le Mali, tous les Maliens, que ce soit le sud, que ce soit le nord, soient assis, parce qu'on sait que c'est le nord qui pose problème en tant que tel. Il est impératif et urgent de pouvoir mettre en place, si vous voulez, cette entente nationale-là, qui soit une entente consensuelle, où tous les acteurs posent sur la table les doléances nécessaires pour aboutir à un accord durable. Parce qu'on sait très bien que l'insécurité, on parle toujours de développement chez nous en Afrique, l'insécurité est un des moteurs, si vous voulez, un frein au développement, pas un moteur, plutôt un frein à notre développement. Donc il est tout à fait logique que toutes les parties prenantes, de mon point de vue, c'est un accord, c'est-à-dire c'est une conférence qui est très très importante dans la mesure où elle servira à poser les bases, parce que tout ne va pas se résoudre au sortir de la conférence. Poser les bases, comment dirais-je, d'un processus qui soit un processus sécuritaire par rapport à tout le peuple malien et l'ensemble de la région aussi. Il ne faut pas regarder que le Mali, parce que la déstabilisation dépend aussi, si vous voulez, des États voisins. Monsieur Assilek Kalata, quel regard portez-vous sur la situation au Mali? Écoutez, la situation malienne, moi, je pense que d'abord c'est une situation très complexe. Vu les injonctions djihadistes au nord du pays. Dernièrement, nous sentons aussi les conflits intercommunautaires, le Peul et le reste de la population. Je pense que si tout le monde veut aller à cette conférence nationale, je pense que ce serait une chance de faire taire les armes. Et espérons que ça soit une conférence sincère, parce que déjà l'Afrique nous a servi en 1993. Le Tchad, le Bénin, on a vu des conférences nationales, on a vu des gens venir avec des larmes de crocodile, mais juste un temps, les choses ont repris leurs mauvaises habitudes. Donc moi j'espère de tout cœur pour les frères maliens, parce qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Tous les pays ont leur nord, tous les pays ont leur sud, tous les pays ont leur confession. Pourquoi pas seulement en Afrique? Donc je pense que la diversité malienne devrait être une richesse qu'un problème. Donc moi je pense que, comme en Afrique on dit l'arbre sous l'arbre de la palabre, je suis pour que les Maliens s'asseyent pour discuter. Monsieur Ouzibé, est-ce que d'après vous, ce type de conférence peut donner des résultats concrets? Évidemment, parce que déjà, on l'a vu, il y a eu plusieurs des conférences de réconciliation en Afrique. Je prends le cas du Congo RDC où nous avons évoqué tout à l'heure. Il y a eu les séries de négociations des Sun City à l'époque qui ont fait taire les armes, comme il l'a dit, et qui ont réconcilié un peu les différentes parties congolaises. Donc pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui au Mali? Et j'espère toujours que cette conférence de réconciliation s'inscrit dans la logique de la conférence de réconciliation qui a démarré en Algérie, à côté. Donc, du coup, si on relance les dynamiques d'Alger, à Bamako, accompagné, je ne sais pas, de la communauté internationale qui peut parler un langage sincère aux frères maliens, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Assilek, tous les pays ont l'air nord, tous les pays ont l'air sud. Donc, du coup, il faut trouver d'abord un compromis par rapport aux Touaregs du nord.
La question de l'insécurité, c'est un autre problème, c'est un aspect lié au terrorisme. Mais la question des frustrations, on parle du MNLA, est-ce qu'on a déjà trouvé on a réglé le problème du MNLA? Donc il faudrait que les frères maliens... Voilà, de ce territoire de l'Azawad. Le territoire de l'Azawad, il faudrait qu'on essaie de trouver un compromis. Ça veut dire le Malien du Sud essaie de parler avec son frère, le Touareg du Nord. Et dans cette grande conférence où les partenaires internationaux vont participer, on espère qu'une solution idoine sera trouvée. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.